Pensée stratégique avec Daniel Desesquelles. Bonjour et bienvenue pour ce 8e numéro de Pensée stratégique. Pensée stratégique, c'est le podcast de l'Acadème, l'Académie de défense de l'école militaire, et de la DICODE, la délégation à l'information et à la communication de la défense. Chaque mois, nous vous proposons un rendez-vous stratégique pour mieux appréhender la marche du monde. Aujourd'hui, se transformer pour faire face au nouveau monde, le défi de l'armée de terre. Ce nouveau monde, plus instable, plus dangereux, plus menaçant, chacun d'entre nous en a pris conscience le 24 février 2022 avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Pour la première fois depuis la Deuxième Guerre mondiale sur le continent européen, un État en a agressé un autre et depuis, la guerre s'installe dans la durée avec un très haut niveau d'intensité. Comment ce nouveau monde s'est-il imposé aux armées, et plus particulièrement à l'armée de terre, et comment cette dernière est-elle en train de se transformer? C'est la question à laquelle nous allons essayer de répondre avec nos deux invités. Bonjour Général Pierre Schill. Bonjour. Vous êtes le CEMAT, le chef d'état-major de l'armée de terre, et par définition, vous êtes le tout premier à essayer de gérer cette transformation, cette métamorphose de l'armée de terre, mais vous n'êtes pas tout seul. Bien sûr que je ne suis pas tout seul. Il y a toute l'armée de terre derrière moi. Toute l'armée de terre se transforme. C'est un mouvement extrêmement profond, extrêmement important et indispensable. Bonjour Manuel Kiva. Bonjour. Vous êtes le DGA, le délégué général pour l'armement, à la tête de la DGA, la délégation générale pour l'armement, une institution dont on est loin de connaître toutes les facettes. S'il fallait définir d'un mot la DGA, quel serait-il ? 10 500 hommes et femmes qui sont là pour équiper les forces armées et préparer le futur de notre système de défense. Général Schill, par simplification, j'ai parlé du 24 février 2022 comme point de départ de ce nouveau monde. En réalité, on en percevait les prémices depuis bien longtemps. Alors pour vous, la petite bascule qui fait qu'on change de monde, on change d'époque, c'est l'attaque de la Russie, de la Géorgie en 2008, l'invasion de la Crimée et du Donbass en 2014, ou l'intervention de la Russie en Syrie. Voilà, quel est pour vous le point de bascule? À un moment, vous avez dit, là, on change d'époque. Alors pour moi, très clairement, nous changeons d'époque. Et ce changement d'époque, c'est une bascule qui est une bascule entre des époques qui s'étalent sur des décennies. Plusieurs décennies, j'en suis persuadé. Parce que finalement se rencontre un moment de bascule stratégique. C'est peut-être le 24 février, c'est peut-être le 7 octobre, on verra ça dans les années à venir. Mais se superpose une bascule géopolitique avec des blocs, les BRICS, un certain nombre de compétiteurs qui contestent la façon dont dont le monde s'était organisé jusqu'à présent, peut-être depuis la Deuxième Guerre mondiale. Puisqu'il y a une évolution, nous sommes au milieu d'une révolution industrielle extraordinaire, celle de la société de l'information et du numérique. Il y a aussi des changements en profondeur des sociétés. La superposition de ces bascules fait que je suis persuadé que nous sommes à un moment, mais c'est un moment de bascule extrêmement profond. Alors nous avons vécu au lendemain de la chute du mur de Berlin et de l'éclatement de l'URSS, 89-91, sur les dividendes de la paix. C'était relativement confortable, c'est une époque totalement révolue. C'est une époque totalement révolue. Un des grands facteurs de cette bascule, c'est le retour de la guerre et du fait guerrier. Le fait que la force, non seulement un certain nombre d'États estiment qu'il faut acquérir des armées puissantes pour peser sur leurs voisins, mais dorénavant, ils nous disent qu'il est légitime de l'employer. Et ça, c'est une réalité qui revient. Nous ne pouvons plus éviter la guerre dans le sens où nous sommes liés, notamment la France, à des États en Europe dans le cadre des coalitions, l'OTAN, qui sont au contact d'un ennemi qu'ils considèrent existentiel. Alors Emmanuel Kiva, quand on est à la tête de la DGA, comment appréhende-t-on cette profonde évolution du monde? Comment la DGA à son niveau anticipe-t-elle l'avenir? Effectivement, comme le général vient de le dire, nous aussi on se transforme, et on se transforme jamais seul. C'est-à-dire que nous sommes au service des forces armées, et donc nous devons nous transformer. Pourquoi ? Parce que ce qu'on voit aujourd'hui en Ukraine, ce qu'on voit aussi dans le monde, je rappelle quand même que le terrorisme militarisé n'est pas terminé, et qu'il nous impose toujours des défis capacitaires, c'est-à-dire le fait d'avoir des matériels et des technologies qui nous permettent d'y répondre, n'a pas disparu. Et puis en même temps, on se bat dans différents domaines, on se bat sur la terre, dans les airs, sur mer, dans l'espace, dans les champs informationnels et dans le domaine cyber. Et donc tout ceci, eh bien, on en discute avec les armées pour être capable de faire face à ces différents défis.
Alors, Général Pierre Schill, sur l'Ukraine, justement, qu'on évoquait, quel retour d'expérience retenez-vous de cette guerre qui est à la fois très sophistiquée, d'un côté, et en même temps très rustique? On a redécouvert des guerres de tranchées qu'on n'avait pas vues sur le continent européen depuis plus d'un siècle. Voilà, quel retour d'expérience retenez-vous de cette guerre en Ukraine qui s'éternise? Le premier retour d'expérience de cette guerre en Ukraine, c'est quand même l'emploi de la force, redevenu une réalité géopolitique. Deuxièmement, et vous l'évoquiez à l'instant, c'est à la fois un bouillonnement extraordinaire des technologies qui viennent sur le champ de bataille. Finalement, cette révolution numérique de l'information que j'évoquais, dans laquelle nous sommes plongés, elle ouvre de nouveaux espaces. Cyber, information, exo-atmosphérique. Dès lors qu'un espace est ouvert à l'action humaine, il est ouvert à la guerre. Donc, un bouillonnement extraordinaire de nouveaux besoins, de nouvelles façons de se battre. Mais elles ne remettent pas en cause les réalités les plus profondes et les plus anciennes du combat. Vous avez cité les tranchées, la peur des soldats, la conquête des maisons, pièce par pièce. Et donc, ce que je retiens d'un monde qui est en train de venir et pour lequel il faut être quand même modeste par rapport aux conclusions qu'on peut en tirer, je sais qu'il se transforme, je sais que cette transformation, elle va se surajouter à ce qui existait au préalable. Alors, il y a quelque chose qui est assez nouveau, c'est que tout le monde voit tout, et l'adversaire vous voit aussi. Ça s'appelle, je crois, la transparence du champ de bataille. C'est l'irruption des drones qui sont devenus des objets vraiment du quotidien pour les militaires. Et les drones, c'est pas très très cher. Ça, tout le monde peut se procurer un drone, même une petite organisation terroriste, et a fortiori deux armées qui s'affrontent, comme l'armée ukrainienne face à l'armée russe. Alors c'est clair que cette transparence du champ de bataille que vous évoquiez, ça fait partie des nouveautés des champs de bataille modernes. On a toujours parlé du brouillard de la guerre. Je suis persuadé que ce brouillard de la guerre va demeurer. Mais il n'empêche que physiquement, on voit de plus en plus. Et ça, c'est lié aux drones, vous l'avez dit, mais c'est aussi lié à l'ensemble des satellites de plus en plus nombreux dans les hautes couches, mais aussi dans les orbites basses, qui prennent de plus en plus d'images de la surface du globe, qui vont être analysées par l'intelligence artificielle. C'est aussi lié au cyber et à l'analyse des signaux électromagnétiques. Et concrètement, pour des États qui font l'effort d'acquérir les capacités de percer la transparence du champ de bataille, mais aussi par les drones, vous l'avez dit, ça va être une réalité de plus en plus prégnante sur les champs de bataille, le fait qu'on voit l'adversaire, on voit son dispositif. Mais l'adversaire vous voit aussi. Alors, est-ce que quand on voit son dispositif, on voit son intention, c'est ça, ça va être le sujet, et l'adversaire va agir pour cacher cette intention, pour disperser ses forces. Et effectivement, dès lors que nous avons les capacités de percer le champ de bataille et d'avoir une forme de transparence qu'il faut acquérir, l'adversaire l'a. Et donc, il y a toute une façon de se cacher, de dissimuler son intention ou d'avoir une capacité à disperser, à se regrouper très rapidement pour mener une action, qui est un élément fondamental des batailles à venir. Alors, Emmanuel Kiva, j'aimerais m'attarder un instant sur les drones. C'est évidemment depuis longtemps un sujet que la DGA maîtrise. Le drone Raptor, par exemple, est en dotation dans l'armée depuis plusieurs dizaines d'années, déjà. Je pense pas dire une grande bêtise. Mais quand vous voyez qu'en Ukraine, des milliers de mini-drones du commerce sont utilisés chaque jour par les deux belligérants, est-ce que vous êtes surpris, l'un et l'autre, mais d'abord vous, Emmanuel Kiva, par cette évolution sur le champ de bataille? On a pu voir qu'un drone du commerce qui coûte quelques centaines d'euros, vraiment pas grand-chose, peut détruire un char hyper moderne qui, lui, en coûte plusieurs dizaines de milliers d'euros. Alors, surpris non, parce qu'en fait, ce qu'on observe aujourd'hui en Ukraine, on l'avait déjà observé en Syrie, on l'a déjà observé en Irak, c'est ce qu'on appelle le nivellement. C'est-à-dire le fait qu'une technologie qui est une technologie tirée par le civil, parce qu'en fait, le domaine des drones, il est tiré par l'industrie du divertissement. Et c'est foncièrement dual, et il y a des applications militaires. Et donc ça, on le voit dans le domaine des drones, on l'avait vu dans le domaine des impressions 3D. Avec notamment en Syrie et en Irak, et je dis ça sous le contrôle du général, le fait d'avoir l'impression 3D de mines, par exemple, ou de pièces d'armes par nos adversaires. Le vrai problème, c'est que quand une innovation devient disponible sur le marché, elle est disponible pour tout le monde, y compris pour nos adversaires. Or, si le domaine des drones, c'est un domaine dual, c'est-à-dire que effectivement, il va très vite, le domaine de la lutte anti-drone est beaucoup moins dual. Et donc, nous devons à la fois préparer le glaive et le bouclier, et effectivement, ce conflit nous enseigne pas mal de choses sur les boucles rapide d'innovation, le fait de faire de l'itératif et non pas d'attendre le produit complet. Faut pas oublier que les Ukrainiens sont des très très bons ingénieurs, que aujourd'hui et de grands bricoleurs, et de très grands bricoleurs, absolument, et qui sont très doués en intelligence artificielle. Donc ils implémentent très très rapidement des choses que nous, si on était dans notre schéma classique d'emploi, on mettrait des années à faire. Et ça nous amène, et on en reparlera peut-être, à pratiquer ce qu'on appelle l'analyse de la valeur, c'est-à-dire de savoir le juste besoin. Comment est-ce que lorsqu'on prend une innovation, une technologie civile, on arrive à l'adapter au
juste besoin pour l'avoir vite, pas cher et adapté aux besoins opérationnels. Alors juste une petite curiosité de ma part, là le drone, on vient du civil vers le militaire, alors que souvent c'est l'inverse. Internet, on est venu du militaire pour arriver à une application civile. C'est pas forcément. C'est pas une inversion, c'est quelque chose qu'on observe depuis quelques dizaines d'années. Le fait d'avoir une convergence, effectivement, c'est vrai que vous avez raison. Pendant très très longtemps, c'est le militaire qui a tiré la technologie. Là, on a un équilibre finalement entre les deux. Faut pas oublier que quand on parle de drone, on parle de choses différentes. Effectivement, les petits drones, les micro-drones sont tirés par le civil. Les gros drones, ceux qui ressemblent à des avions finalement, comme sont plutôt Raptor par exemple, sont plutôt tirés ou le Reaper par l'aéronautique civile et militaire. Donc c'est quelque chose qui est finalement assez équilibré. Peut-être monsieur le délégué rebondir là-dessus. Je parlais tout à l'heure de la superposition d'éléments très très anciens de la guerre avec une forme de bouillonnement technologique, et en fait ça se traduit dans les équipements aussi. Il y a des équipements structurants et qui vont demeurer, que nous avons besoin de construire sur le temps long, quelque part dans une démarche top-down. On analyse le champ de bataille futur et à ce moment-là on en déduit les équipements. Vous preniez les drones, les patrouilleurs sont en train de rentrer en service. Les patrouilleurs Drones patrouilleurs, c'est-à-dire des drones qui sont des petits avions, l'équivalent de petits avions du commerce, et qui vont être capables de voler au-dessus du territoire européen et dans la circulation aérienne générale. Ça, c'est des équipements qui se construisent sur le temps long. Mais ces équipements du temps long, et on reparlera peut-être de Scorpion tout à l'heure, etc., ont besoin d'être nourris par une forme de bouillonnement d'innovations successives qui, bien souvent, sont tirées par les technologies civiles. Et là, vous parliez des petits drones qui sont inventés et pour lesquels, en permanence sur le champ de bataille, on voit les contre-mesures qui se mettent en place et ces petits équipements qui évoluent. Alors, Général Schild, votre prédécesseur, le général Burkhardt, qui est aujourd'hui le CEMA, le chef d'état-major des armées, a développé un concept qui se résume en une jolie formule: gagner la guerre avant la guerre. Mais c'est aussi une formule qui aurait beaucoup plu à un publicitaire. Avec l'armée de terre, gagner la guerre avant la guerre. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière ce concept, au-delà d'une formule et d'un slogan assez joli qui se dit assez bien? Alors, c'est la force du slogan, c'est que en fait ce slogan, il repose sur une réflexion extrêmement profonde. Je vais pas le redévelopper complètement, mais c'est une analyse, une évolution des réalités stratégiques. Première évolution de cette réalité stratégique, c'est la continuité entre la compétition, la contestation et l'affrontement. C'est le résultat de l'évolution technologique, de cette question d'essayer de se situer pour un certain nombre d'États qui attaquent autour d'un seuil de conflictualité, d'utiliser des moyens militaires et non militaires de manière hybridée. Ça, c'est la réalité du monde, et donc ça efface la distinction entre l'avant et l'arrière, parce qu'on peut agir sur le cyber, sur l'arrière de l'ennemi, etc. Et cette distinction entre la paix et la guerre. Dès lors qu'il y a cette continuité, finalement, les États tentent de circuler sur ce continuum, et nous, notre objectif, c'est d'éviter la montée aux extrêmes. Éviter de monter à l'hypothèse d'un engagement majeur, d'une déflagration majeure, notamment parce que nous qui sommes un État doté, c'est-à-dire qui avons l'arme nucléaire, nous savons qu'il y a une bascule possible vers quelque chose qui risque d'être incontrôlé. Et donc l'armée de terre, elle doit agir sur l'ensemble de ce spectre, et notamment elle doit agir comme un verrou qui empêche la montée vers les extrêmes. C'est ce qu'on appelle l'épaulement de la dissuasion nucléaire, c'est-à-dire sur cette chaîne, se montrer suffisamment fort dès le temps de paix pour dissuader et empêcher la montée aux extrêmes. Alors, dans un temps qui est pas si lointain, les interventions de l'armée de terre, c'était ce qu'on appelait des corps expéditionnaires. C'était quelques milliers d'hommes qui étaient projetés en Afrique. Les temps sont en train de changer. L'armée de terre, comme l'ensemble des armées, doit faire face à une possible guerre de haute intensité qui durerait longtemps, qui s'imposerait dans la durée, ce qui nécessite évidemment pour toutes les armées, pour vous l'armée de terre, une transformation profonde. Comment ça se passe? Comment vous jugez, comment vous analysez les menaces de demain? Alors un pays comme la Russie, c'est un pays évidemment doté de l'arme nucléaire, avec une très grande puissance de feu. C'est une guerre à la fois peu probable, mais qui serait terriblement dangereuse. Est-ce que vous, armée de terre française, vous imaginez ce cas de figure possible? Alors, ce cas de figure, il est possible. En tout cas, c'est une menace, et vous venez de le mentionner, qui est peut-être pas la plus probable, mais qui est la plus dangereuse. On a l'habitude parfois de dire que les armées sont l'assurance vie de la nation. C'est exactement pour couvrir le cas le plus dangereux, même s'il n'est pas le plus probable. Deuxièmement, j'en reviens à cette formule « gagner la guerre avant la guerre », c'est pas que
j'imagine que ça puisse être possible. Je veux tout faire, et ma mission est de tout faire pour empêcher que ça arrive. Et pour empêcher que ça arrive, j'ai besoin de me montrer fort. La France a besoin de montrer sa puissance et sa capacité d'action dès les temps de crise de compétition pour éviter cette montée aux extrêmes. J'estime que l'armée de terre a 3 domaines dans lesquels elle doit agir. Ce domaine du plus dangereux, même si c'est pas le plus probable, et c'est la coalition, c'est ce qu'on appelle la haute intensité. Mais il faut qu'on puisse continuer à agir dans les domaines dans lesquels on a agi au cours des dernières décennies que vous aviez cités, lutte contre le terrorisme. Et ce sont les mêmes outils qui servent à ça. Et tout en agissant de manière plus profonde sur l'esprit de défense dans le territoire national, de protection, de résilience, etc. Emmanuel Kiva, vous voulez réagir? Oui, je réagis simplement sur les propos du général, qui est l'autorité d'emploi, l'autorité opérationnelle. La DGA, c'est l'autorité technique. Et pour que tout ceci marche bien, il faut qu'on reste crédible. Et donc finalement, toute cette protection offerte par la voûte nucléaire, elle marche si on montre à nos adversaires, si on montre à nos compétiteurs que nos armes sont là et qu'elles fonctionnent. Et c'est la raison pour laquelle on travaille tous ensemble, pour montrer, par exemple, par le biais d'exercices qui sont faits chaque année pour montrer la pertinence d'un raid nucléaire, ou par le biais de tirs d'essai. Et vous avez vu qu'on a tiré assez récemment un missile qu'on appelle M51.4, qui est le missile tiré à partir d'un sous-marin. Alors on s'écarte un petit peu de l'armée de terre, mais on parlait d'épaulement. Qui est un missile nucléaire. Qui est un missile nucléaire, qui a été évidemment tiré sans charge nucléaire à partir de Biscarrosse, mais qui montre que ça fonctionne. Et la dissuasion, si vous me passez l'expression, c'est pas un sport de masse. Il n'y a pas beaucoup de pays qui sont capables d'être crédibles à la fois opérationnellement sur le terrain et avec cette voûte de protection nucléaire. Même s'il y en a de plus en plus. Alors, faudra reparler d'autonomie stratégique. Qu'est-ce que ça veut dire? Le fait d'avoir la bombe nucléaire ne veut pas dire qu'on est autonome de manière stratégique. Ça veut pas dire non plus qu'on en maîtrise l'ensemble du développement. La France maîtrise l'ensemble du développement de sa dissuasion, à la fois du point de vue des vecteurs, qu'il s'agisse des avions, des sous-marins, qu'il s'agisse des technologies, qu'il s'agisse de l'ensemble des systèmes qui nous permettent de protéger cette dissuasion, et qu'il s'agisse d'une doctrine permettant, par exemple, à l'armée de terre d'épauler toutes les forces de dissuasion nucléaire pour que tout ceci reste crédible. Alors on va revenir à l'armée de terre, Général Schill. L'armée de terre, c'est des hommes, ce sont aussi notamment des véhicules. Pendant très très longtemps, le véhicule de base de l'armée de terre, ça a été le VAB, le véhicule de l'avant blindé, certainement pratique, certainement qui a rendu de bons services, j'imagine, mais qui est peut-être aujourd'hui dépassé et qui a donné lieu à une réflexion profonde menée conjointement entre vous, Emmanuel Kiva, à la tête de l'EGDGA, et vous, le Général Schill, à la tête de l'armée de terre, pour faire évoluer ces véhicules. Ça s'appelle le programme Scorpion. En quelques mots, ce programme, Général Schill. Alors, ce programme Scorpion, c'est en fait le programme d'équipement de l'armée de terre sur la décennie 2020-2030. Et c'est un programme qui a été construit du haut vers le bas, comme je le décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire nous avons analysé le champ de bataille à l'horizon 2030, et avec la DGA et avec les industriels en deuxième rang, nous avons conçu par le haut ce dont nous avions besoin. Ce dont nous avons besoin, et ce qu'est Scorpion, c'est d'abord une colonne vertébrale d'un système de commandement. Des systèmes numériques de commandement à différents échelons. C'est ça Scorpion sur la décennie 20-30. Et il se trouve que dans cette décennie, nous construisions de nouveaux véhicules, on remplaçait le VAB, etc. Ces véhicules nouveaux qui ont été construits, qui s'appellent Griffon, Serval, Jaguar, ab initio sont construits pour rentrer dans ce système Scorpion et autour de cette colonne vertébrale. Mais dans le même temps, avec la DGA, nous avons rattaché à cette colonne vertébrale des engins que nous avait déjà. Par exemple, le Leclerc, que nous sommes en train de rénover, eh bien nous le scorpionisons, c'est-à-dire que non seulement on renforce son blindage, etc., mais on inclut sur ce véhicule tous ces éléments Scorpion qui lui permettent en lui-même de pouvoir se défendre mieux, c'est ce qu'on appelle la vétronique, on peut aligner la tourelle sur les caméras, etc. Mais aussi le combat collaboratif, c'est-à-dire la façon dont il interagit avec les autres véhicules, soit pour observer, soit pour se défendre, soit pour attaquer. Alors j'essaie d'imaginer un peu comment se passe le dialogue entre vous deux. Alors j'imagine un petit scénario, j'imagine le général Schill qui vient dans votre bureau, il dit bon, Emmanuel, voilà, le monde change, il me faut des véhicules nouveaux, alors je voudrais un véhicule hyper protégé, avec un blindage qui résiste à tout, hyper véloce, avec un armement dernier cri, un système de communication, de commandement ultra performant, et bien sûr j'en veux beaucoup, j'en veux en grande quantité. Alors est-ce que Emmanuel Kiva, lorsque le général Schill vient chez vous, est-ce qu'il est tenté de vous demander un mouton à 5 pattes?
On a toujours tenté. Et puis alors, je peux vous dire que vous mettez un opérationnel et puis un ingénieur de la DGA dans une pièce, ils vont essayer de faire l'engin parfait. Mais en fait, on part pas de là. Nous, le vrai départ, c'est le besoin opérationnel. On part du besoin opérationnel. J'ai besoin de pouvoir agir dans tel milieu, de telle manière. Le général parle du combat collaboratif, c'est extrêmement important. C'est le fait, par exemple, de se dire, je peux travailler avec non seulement un véhicule, mais par exemple un capteur quelque part qui détecte quelque chose, qui va donner l'ordre à un effecteur, à un char, à un système de missile, de neutraliser la menace, même s'ils ne sont pas au même endroit. Donc, combat collaboratif, c'est un impératif opérationnel. Et ensuite, notre travail, c'est de traduire ces spécifications opérationnelles, ce besoin, en spécifications techniques que l'on va pouvoir travailler ensuite avec l'industrie. Donc en fait, on part jamais du design d'un engin, par exemple. On parle vraiment d'une capacité que l'on cherche à acquérir. Comment cette capacité va se traduire en spécifications que l'on va pouvoir travailler avec l'industriel. Et là, on a ce triptyque, effectivement, armée, DGA, industrie, qui tourne sans arrêt et qui cherche à résoudre cette équation en évitant le syndrome du mouton à 5 pattes. Parce que là aussi, on a un deuxième triptyque qui arrive, qui est coût, performance, délai. Alors, à quel niveau vous acceptez, vous hiérarchie, de mettre le curseur, voilà, du dit bon, alors ça, filament, ça on laisse de côté. Comment ça se passe l'arbitrage entre vous deux? Alors, Emmanuel Cuvat a déjà un peu expliqué, mais de votre point de vue. Oui, c'est exactement, en fait, c'est une position d'équilibre à trouver. Donc on a, il me semble, deux impératifs que nous poursuivons ensemble dans cette coopération entre la DGA et l'armée de terre, mais c'est avec les autres armées, de construire la puissance de combat pour demain. Il y a un impératif de pas rater la modernisation, de pas rater le tournant. Ça, c'est tout le côté innovation. Il faut que nous saisissions les questions de rupture. Donc ça, c'est une espèce de montée vers la technologie. Mais il est primordial de trouver le bon équilibre entre nous, entre la masse, la technologie et le prix et les effets militaires. Et toute position, comme toute question d'équilibre, c'est vraiment une question de discussion. Et nous avons la chance en France d'avoir, je parle pour le délégué, la DGA au sens où une institution qui est au sein de l'État, qui va challenger en quelque sorte les besoins des armées, et notamment dans les derniers percentiles de la performance. Est-ce que je veux que mon engin, par exemple, sur les questions de vision nocturne, je veux pouvoir travailler jusqu'à une nuit la plus noire, qui va peut-être survenir 5% du temps. Combien ça va me coûter pour pouvoir travailler par la nuit la plus noire par rapport à une nuit du niveau juste en dessous, 4, etc. Alors que, en fait, peut-être que juste mes forces spéciales vont travailler par la nuit la plus noire, pour le reste, je peux... Quel est le coût des derniers besoins capacitaires? Et donc ça, c'est une question d'équilibre. Et y compris sur la question de la masse, avec par la connaissance de l'industrie qu'a la DGA, de me dire tiens oui, mais il y a telle technologie qui existe sur la table, etc. Ça, c'est vraiment l'analyse de la valeur dont on parlait tout à l'heure, analyse de la valeur du besoin et une analyse de la valeur technique. Et effectivement, je prends un autre exemple, l'exemple des munitions téléopérées dont on parle beaucoup, en gros les drones kamikazes, si on met dans les spécifications, elles doivent pouvoir être récupérables, combien ça coûte en plus? Est-ce que ça complexifie leur développement pour quelque chose qui pourrait être du consommable? Voilà, donc c'est une nouvelle manière aussi que nous avons ensemble défini de travailler. Pendant très longtemps, on était vraiment très très axé sur la performance. Aujourd'hui, dans la limite de la sécurité, parce qu'on essaie quand même de faire des systèmes qui vont pas mettre en danger la vie de leurs servants, eh bien dans la limite de la sécurité, on a cette discussion qui est une discussion franche et qui est une discussion constructive sur les limites du besoin et de la faisabilité. Alors on comprend bien que vous travaillez l'un et l'autre sur faire face à la guerre d'aujourd'hui, mais comment fait-on face à la guerre de demain? Parce que demain, c'est évidemment un peu plus compliqué. L'avenir est toujours un peu plus difficile à prévoir. Alors, question centrale. D'abord, premier point, j'ai le devoir de mener la guerre de ce soir. Et donc, je peux pas lâcher la proie pour l'ombre. Donc, il y a vraiment une question de quelles sont mes capacités pour aujourd'hui et est-ce qu'elles sont en ordre de marche. En ordre de marche, ça veut dire, c'est pas défiler au 14 juillet. C'est avoir l'équipement majeur, mais c'est avoir
les additionnels, c'est-à-dire les mitrailleuses, les brouilleurs de drones, les brouilleurs divers qui vont sur cet équipement. C'est d'avoir le maintien en condition opérationnelle, c'est-à-dire les pièces de rechange. C'est d'avoir les hommes entraînés et c'est d'avoir la capacité, encore une fois, de pouvoir avoir suffisamment d'activité pour m'entraîner. Cette cohérence, pour ce soir, elle est primordiale et c'est le premier élément qu'on doit garantir. Mais tout en garantissant cette cohérence pour ce soir, il y a cet impératif majeur de s'adapter à ce qui vient. S'adapter à ce qui vient, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que on ne sait pas ce qui vient. On sait que c'est en train d'évoluer et qu'il faut s'adapter à cette évolution. Mais, en fait, aujourd'hui, nul ne sait ce que sera finalement la martingale pour les années à venir. Vous savez, quand il y a eu la chute du mur de Berlin en 1989, on savait pas qu'en 1996 on trouverait la martingale, ça s'appelle l'armée professionnelle. Entre-temps, il y a eu la première guerre du Golfe, il y a eu l'écroulement du pacte de Varsovie. Nous sommes en la nouvelle chute du mur de Berlin, c'est peut-être l'attaque russe en Ukraine en 2022. Je ne sais pas encore ce que sera la martingale du futur. Il faut qu'on la trouve, il faut qu'on s'y adapte. Et c'est aussi cette question de l'innovation. Alors vous, Emmanuel Kiva, est-ce que vous savez un peu mieux ce qui nous attend? Non, par définition, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. En revanche, c'est notre mission aussi de penser loin. Et je pense que pour le coup, la DGA est l'une des seules institutions de l'État dont la mission est de voir loin. Elle l'est par construction, hein, quand pardonnez de prendre un exemple qui n'est pas terrestre, mais quand on construit un nouveau porte-avions qui va être mis à la mer en 2036, il va continuer à naviguer jusqu'en 2090. Et donc, il faut avoir cette obligation du temps long et ne pas céder uniquement à l'urgence des crises actuelles. Et pour ça, effectivement, on travaille ensemble, mais on travaille aussi à ne pas être déclassé, c'est-à-dire à identifier des ruptures technologiques qui pourraient devenir demain des ruptures géostratégiques. Je prends quelques exemples sans les détailler. Le quantique, très clairement. Pourquoi le quantique? Parce que le quantique, ça va vous permettre, par exemple, de vous situer par n'importe où à la surface du globe, sans avoir besoin d'aucune liaison satellitaire. C'est un des exemples de ces technologies. Donc on investit beaucoup, par exemple, dans les capteurs quantiques, et la France est très en pointe dans le domaine. C'est les armes à énergie dirigée, les armes laser ou les armes électromagnétiques. C'est l'hypervélocité, le fait d'aller à plus de 6 fois la vitesse du son, tout en restant manœuvrant. Toutes ces technologies dont on sent bien que les premières nations ou les premiers compétiteurs qui vont s'en doter auront un avantage stratégique sur les autres. Et donc voilà, il y a un gros travail qui est fait pour imaginer les nouvelles technologies, les ruptures technologiques, aussi les nouvelles menaces, et puis on peut aller très loin dans l'exercice. Vous vous souvenez que peut-être que l'Agence de l'innovation de défense qui dépend de la DGA a lancé un projet qui s'appelait Red Team, où on avait des auteurs, et on a toujours des auteurs de science-fiction qui nous aident à penser la société en 2060 pour pouvoir identifier les menaces auxquelles on serait on serait confronté, et derrière être prêt à engager dès aujourd'hui des actions pour ne pas subir. Alors, Jean-Gilles, j'imagine que vous êtes très sensible à ce que vient de dire Emmanuel Kiva, c'est-à-dire se projeter dans la technologie de demain, etc. Et en même temps, on constate sur le champ ukrainien que la guerre, elle est aussi très très rustique. Oui, c'est exactement cet équilibre qu'il faut tenir, c'est entre ce soir et demain, entre rusticité et évolution. Alors, il y a plusieurs aspects dans ce domaine-là, peut-être en citer un, qui est celui de comment construire des équipements qui nécessitent absolument une forme d'anticipation, tout en les laissant ouverts sur l'avenir. On parlait de Scorpion tout à l'heure. Un Scorpion, c'est-à-dire par exemple, je vais prendre le Griffon, c'est un Google Car. C'est-à-dire c'est un véhicule qui est équipé d'énormément de capteurs et qui prend sur le champ de bataille énormément, en termes de caméras, de perception acoustique, etc. L'enjeu probablement aujourd'hui, c'est une des solutions, c'est l'architecture ouverte, c'est-à-dire cet engin est construit et on a besoin de le construire en ayant une vraie démarche d'ingénieur de loin, parce que il faut combiner les brouilleurs anti-mines, les brouilleurs anti-drones avec des postes à évasion de fréquence qui soient capables de faire de la transmission de données en moins d'une seconde vers les autres véhicules, tout en ayant détection 360 degrés des départs de coups et des tirs laser, etc. Ça demande d'être solidement établi, mais il faut pouvoir mettre dessus éventuellement des évolutions d'intelligence artificielle qui arrivent, qui sont là en permanence et qui font que ce véhicule, je vais pouvoir mettre sur cette architecture, mettre des additionnels que je connais pas encore, qui font que demain, quand je vais les déployer en Estonie, je vais charger en intelligence artificielle des reconnaissances d'images qui permettront de reconnaître un T-72 dans la neige, etc. Et qu'après-demain, je les envoie au Sahel, j'ai besoin de les charger en intelligence artificielle pour qu'ils aient une forme de reconnaissance automatique du pick-up dans le sable,
transportable. Donc cette question de combiner une capacité construite en socle très anticipée avec une ouverture sur l'évolution permanente, ça me semble être un des défis majeurs aujourd'hui. Tous les véhicules du programme Scorpion, Serval, Griffon, Jaguar, ont tous cette capacité évolutive. C'est-à-dire qu'il y aura un Griffon 1, 2, 3, etc. Alors justement, l'enjeu, c'est peut-être pas d'avoir un Griffon 1, 2, 3, mais c'est d'avoir un Griffon 1.1, 1.2, 1.3, c'est-à-dire des évolutions qui soient à la vitesse des évolutions technologiques qui sont aujourd'hui extrêmement rapides. Mais effectivement, vous avez raison. On a besoin, le général Schill est exactement dans le cœur du sujet. Comment arriver à prévoir l'intégration de technologies qu'on ne connaît pas encore dans quelque chose qui est aujourd'hui déjà opérationnel. Et donc, c'est effectivement l'architecture ouverte. L'architecture ouverte, c'est quelque chose que nous souhaitons tous les deux, que nous imposons aussi avec les industriels et aux industriels. Parce que il faut que cette évolution vers des nouvelles fonctionnalités soit possible, et ça nécessite qu'il y ait déjà une architecture. Donc au début, on spécifie une architecture de base, un socle, et puis derrière, on va essayer de garder entre guillemets de la place pour les nouvelles évolutions, sans remettre en cause l'ensemble du programme Scorpion. Puis on parle beaucoup de véhicules, mais il n'y a pas que les véhicules, il y a les équipements du Fantassin, par exemple, qui progresse sans arrêt et qui complète cette bulle opérationnelle aéroterrestre offerte par les équipements Scorpion. Alors justement, le Fantassin, il y a quelques années, c'était quelqu'un qui était relativement léger. Aujourd'hui, le Fantassin, il a une protection beaucoup plus importante, il a des moyens de communication beaucoup plus sophistiqués. Le Fantassin, il s'alourdit. Est-ce que on peut rester maniable en s'alourdissant? Vous me faites oui et non de la tête. Oui, l'un des alors autres. il s'alourdit pas le Fantassin dans le sens où à un moment donné, un homme peut porter un poids, une masse X. Alors ça dépend des fantassins, le fantassin français est très costaud, etc. Allez, disons, 25 kilos. Il a le droit à 25 kilos sur le dos. Bon, mais l'enjeu, c'est pas qu'on le passe à 50, à 100, à 200. C'est qu'est-ce qu'on lui donne pour 25 kilos. Le pare-balles qui aujourd'hui est utilisé par nos soldats, il a le même poids que le pare-balles il y a 20 ans, mais il protège beaucoup mieux. Le casque, il fait exactement le même poids que celui d'il y a 20 ans, mais ça n'a rien à voir en termes de protection. Alors, tout est en évolution permanente, y compris sur le plan technique, les chaussures, les sous-vêtements, le treillis, son côté inifugé, les questions. Qu'est-ce qui, dans le point de vue purement militaire, est en train d'évoluer énormément, c'est les systèmes de communication à nouveau. Ce soldat, il est de plus en plus connecté au sens, il y a une connexion qui lui est apportée pour une forme d'intelligence du champ de bataille, mais c'est des connexions qui là, pour le coup, sont aussi beaucoup guidées par les évolutions civiles. Un terminal tactique qui équipe maintenant tous les soldats, c'est en fait un smartphone. Et on va le changer de manière évolutive et on profite de cette technologie civile. Mais dans l'armement, là aussi, il y a des évolutions en permanence sur le fusil, sur les armes anti-char, sur l'ensemble des équipements du Fantassin. Alors, ce smartphone, c'est quand même très intéressant parce que il y a toujours un moment où il n'y a plus de batterie. Et il y a un moment où il faut toujours recharger. Alors, quand on est ici, en zone civilisée et pacifiée, il y a toujours une prise de courant quelque part. Quand on est sur un champ de bataille, c'est peut-être un peu plus difficile. Donc, ce besoin d'énergie qu'a le soldat moderne, est-ce que ça fragilise pas ce soldat moderne, Emmanuel Kiva? Non, parce qu'il fait partie de l'équation et vous touchez du doigt les limites de la dualité. Pourquoi est-ce que l'ensemble de nos véhicules militaires ne sont pas des véhicules électriques? Parce que quand vous avez des élongations de 800 km, soit vous avez besoin d'une très très grande rallonge, soit vous avez besoin d'un complément de technologie. Je plaisante, mais donc le fait d'avoir des éléments qui soient consommateurs d'énergie nous incite en même temps à spécifier d'abord d'une certaine frugalité en consommation énergétique et puis des nouveaux moyens de fournir cette énergie. On est en train de travailler sur des piles à combustible pour le Fantassin débarqué. Donc il s'agit pas d'aller se brancher quelque part, il n'y a plus d'infrastructure. Il faut véritablement avoir cette contrainte en tête. Un système civil ne répond pas directement à un besoin militaire. On peut pas aller à la FNAC prendre un smartphone et le donner à un Fantassin en disant vous allez maintenant l'utiliser.
Il faut qu'on travaille ensemble sur les conditions d'utilisation, sur les limites de la mission et trouver des solutions technologiques qui permettent d'y répondre. Sur cette éventuelle fragilité du soldat, Général Schill. Oui, je pense que c'est illustratif très exactement du besoin, du fait que la technologie civile n'est pas directement transposable dans la technologie militaire. Il y a le côté de l'aspect énergétique que vous évoquez. Donc, comment avoir un smartphone qui si je prends l'exemple du smartphone, qui va avoir une autonomie plus longue parce qu'il va être plus frugal. Mais c'est aussi le fait que il doit aller sous l'eau, parce que c'est pareil. Votre smartphone civil, vous le gardez dans votre poche, vous essayez de le mettre sous votre parapluie. Le soldat, il va peut-être sauter dans l'eau. Il y a une question de liaison. Le smartphone que vous avez, il fonctionne parce qu'il y a des relais GSM, etc. Le soldat, lui, il doit pouvoir agir. Bien sûr, s'il y a des relais, et on va les utiliser, et on a vu en Ukraine combien, dès lors que cette technologie civile de communication demeure, c'est très avantageux de l'employer et de l'utiliser, mais comment, quand il n'y en a plus, parce que nous voulons être souverains et pouvoir agir, y compris si l'adversaire a détruit les relais, ou si les alliés qui opèrent ces systèmes ne sont pas d'accord avec notre intervention, etc., comment ça perdure. Donc, comment on saisit le meilleur de cette technologie civile? La question est de saisir cette technologie civile et de la regarder avec des yeux froids et une analyse rationnelle, et c'est ce que nous faisons avec la DGA, pour en nourrir les capacités militaires. Emmanuel, qui va pour rebondir sur ce que vient de dire le général Schill, effectivement, le cas ukrainien, c'est intéressant parce que l'armée ukrainienne a pu continuer à communiquer et à fonctionner sur le terrain grâce au système Starlink qui appartient à Elon Musk, bien connu. Voilà, donc ça vous interroge forcément. Ça interroge sur les modèles, bien sûr. Et encore une fois, j'en reviens toujours à l'analyse de la valeur. C'est on a quelque chose de disponible, on est capable de l'utiliser, mais si c'est un acteur commercial, évidemment, il y a des limites à l'exercice. Et c'est tout l'enjeu d'avoir une certaine autonomie, une souveraineté que nous recherchons. Les Ukrainiens n'avaient pas cette approche-là. Les Ukrainiens, ils sont en guerre. Donc, par définition, tout ce qui est disponible, ils l'utilisent. Ouais. Nous, on ne peut pas fonder nos modes d'action et nos capacités sur quelque chose qui dépendrait soit d'un autre pays, soit d'une capacité industrielle au bon vouloir des actionnaires ou du politique. Donc, on a besoin d'avoir des équipements qui et des systèmes qui, en tout point, sont mobilisables pour la mission et qui sont résilients. Et ça veut dire que oui, on peut utiliser Starlink et on se privera pas d'utiliser les constellations de basse altitude et le New Space pour faire des effets militaires. Mais on ne va pas se résumer à ça. Il faudra toujours prévoir que si le service commercial n'est pas disponible, on puisse se rabattre sur un autre système, un autre concept, une autre technologie. Alors, Gérald Gilles, il y a de plus en plus de technologies, mais la notion de procédure dégradée existe toujours chez les militaires. C'est clair, c'est cette question qui est centrale. Comment être capable d'utiliser le meilleur de la technologie tout en restant rustique, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, ou en utilisant les capacités dégradées. C'est au cœur de nos préoccupations, soit pour trouver les hommes individuellement capables de le faire, soit pour organiser nos unités de telle façon à ce que au sein de ces unités, il y ait des entités ou des parties qui soient capables de mettre en œuvre les éléments les plus rustiques et les moins, et finalement avec le moins de technologie, et d'autres capables de saisir l'esprit du temps et d'utiliser au mieux les nouvelles technologies. Vous écoutez Pensée stratégique, le podcast de l'Acadème et de la DICODE. Aujourd'hui, se transformer pour faire face au nouveau monde, le défi de l'armée de terre, avec le général Pierre Schill, chef d'état-major de l'armée de terre, et Emmanuel Kiva, le délégué général pour l'armement. On vient déjà un peu de comprendre à quel point cette transformation de l'armée de terre, elle était complexe et combien elle allait s'étendre dans le temps. Alors, cette transformation, elle passe peut-être aussi, on a parlé des militaires, de la DGA, on a laissé de côté un peu les troisièmes intervenants qui sont les industriels, et les industriels, ils sont devenus aussi plus que jamais au premier rang et aux premières loges de cette transformation, avec une expression que le président de la République a prononcée dès 2022, le nécessaire passage à une économie de guerre. Alors, est-ce que ça voulait dire, Emmanuel Kiva, que les industriels de la défense, ils ronronnaient? Ils n'étaient pas dans le même modèle, ça c'est certain. Aujourd'hui, on voit bien que la forte attrition que
que l'on observe sur les théâtres d'opération, en particulier le théâtre ukrainien, nous amène à mobiliser des capacités de production industrielle comme ça n'a pas été le cas depuis une trentaine d'années. Et donc, d'abord, faut pas confondre économie de guerre et effort de guerre. L'économie de guerre, elle est là pour préparer l'effort de guerre, pour être capable de monter en cadence. Mais ça veut dire que finalement, on change de modèle. Pendant des années, ce qui était noble dans l'industrie, c'était la recherche, l'innovation, le développement. On avait oublié juste la production. On avait oublié les stocks. Faire des stocks, c'était un synonyme de mauvaise gestion, parce qu'on immobilise quelque chose, donc évidemment, ça coûte cher. Et on a dû changer tous ensemble de modèle pour se dire, finalement, on fait cette analyse de la valeur, ça veut dire qu'on veut des choses qui soient produites en plus grande quantité, plus vite, moins cher. Ça, c'est un problème industriel. Alors, et effectivement, nos industriels n'étaient pas dans cette logique. Alors, il y a un bon exemple, c'est le canon César. Vous m'arrêtez si je dis une bêtise, mais il fallait il y a quelque temps 30 mois pour fabriquer un canon César. Alors, s'il faut 30 mois pour fabriquer un canon César, on n'est pas dans l'industrie de défense, on est éventuellement dans l'artisanat de défense, dans l'orfèvrerie de défense, mais pas dans l'industrie de défense. Oui, mais on était autre temps, autre mœurs, on était aussi dans une situation on n'avait pas besoin, on n'avait pas de quoi alimenter non plus cette production. Pourquoi est-ce que le canon César a été l'objet de la première mesure d'économie de guerre? C'est parce qu'on voit bien que la manière dont il est utilisé sur le terrain, d'une part, nous oblige à accélérer la production, et notamment la production de tubes, de systèmes de rechange, et d'autre part que c'est un système qui, aujourd'hui, est convoité par plusieurs armées. Et donc, si on veut vendre, et je rappelle que vendre de l'armement est nécessaire à notre modèle, parce que le marché intérieur n'est pas suffisant pour maintenir ce qu'on appelle la base industrielle et technologique de défense, la BITD, pour avoir un modèle complet industriel, pour servir un modèle complet d'armée, on doit avoir cette capacité d'exporter. Et donc, conjugaison export plus utilisation de ce matériel et nécessité de livrer vite, ça signifiait qu'effectivement, il fallait faire un effort. Et nous avons donc réussi, en travaillant avec l'industriel, à quadrupler la cadence de production des canons César. Il en sort maintenant 4 fois plus par mois qu'il en sortait au début de la guerre. Il fallait 30 mois pour en fabriquer un il y a quelques temps. Il en faut combien aujourd'hui? Il en sortait 2 par mois, et il en a 6 à 8 qui sortent. Et il va bientôt en sortir 12. C'est pour ça que j'hésitais sur les chiffres. On est vraiment rentré vers l'économie de guerre, c'est pas un slogan, on est vraiment rentré dans ce domaine de l'économie de guerre, mais qui est pas si facile que ça, parce que c'est pas juste Nexter, maintenant aujourd'hui KNDS France, qui produit un canon César, c'est toute la chaîne de sous-traitance. Et donc il faut déplier l'ensemble des sous-traitants pour identifier là où ça pourrait ou là où ça bloque. Voilà. Alors par exemple, parce que évidemment nous, quand on est un civil, on ne sait pas combien d'intervenants il peut y avoir pour fabriquer un canon César. Il y a combien d'entreprises parfois qui fournissent une toute petite chose mais qui peut bloquer. Je vais donner juste un chiffre global, puis ensuite pour le canon César, je vais vous dire, c'est de l'ordre de la centaine d'entreprises derrière qui est là. Mais la BITD, la base industrielle et technologique de défense, c'est les 10 grands maîtres d'œuvre et c'est 4500 PME derrière. Ça vous donne une idée de la complexité du problème. On a eu le même raisonnement sur les fameux missiles Aster, qui prenaient 39 mois pour être développés. Ça n'est plus le cas aujourd'hui. Mais ça a été extrêmement complexe parce que au niveau du rang 4 ou 5, en termes de sous-traitance, vous avez des sociétés qui n'ont même pas conscience d'ailleurs qu'elles travaillent pour un programme qui, in fine, va délivrer des armes opérationnelles. Oui, parce que c'est une entreprise qui livre un sous-traitant, qui livre un autre sous-traitant, etc. Et donc à la limite, il ne sait même pas que. Et c'est pour ça qu'on a eu ce travail de cartographie et de dépliage de la chaîne de sous-traitance, et ensuite de remédiation, parce qu'on peut identifier une petite société qui va dire moi j'ai pas les ressources humaines pour accélérer, ou j'ai pas les machines, ou j'ai pas les matières premières. Ouais. Et donc la BITD, c'est relativement nouveau comme terme, ou ça existait déjà il y a Non, ça existait déjà. Ça doit faire à peu près une dizaine d'années sous le contrôle du général que ce terme est employé. C'est relativement récent quand même, néanmoins. C'est relativement récent. Faut bien voir qu'aussi on est passé d'un modèle qui était un modèle d'arsenaux. Il y a eu une DGA à 100 000 personnes. Moi, je veux bien qu'on y revienne, mais bon, c'est un autre sujet. Pour mémoire, on est à 10 000 aujourd'hui, c'est ça? On est à 10 640, pour être tout à fait précis. J'ai eu les chiffres hier. Et on continue à embaucher de l'ordre de 1000 personnes par an, à la fois pour compenser des départs, mais aussi pour monter en puissance. Pourquoi il y avait cette DGA à 100 000 personnes? Parce qu'on avait les chantiers navals,
parce qu'on avait le GIAT et notamment les arsenaux, et qu'aujourd'hui on est passé à un autre modèle, mieux ou moins bien, j'en sais rien, mais c'est un autre modèle capitalistique avec des sociétés qui doivent faire des profits. Et donc le raisonnement n'est pas complètement le même. On est dans une ambiance public-privé, beaucoup plus. On est plus dans une ambiance public-privée, sans oublier quand même que le public, l'État, a évidemment des moyens de contrôle sur l'ensemble de ces sociétés. Alors, ce que vous avez dit, ça paraît incroyable. C'est-à-dire qu'il y a, avant que vous fassiez cette cartographie, comme vous avez employé, on ne savait pas trop, vous, en tout cas la DGA, qu'il y avait une petite entreprise au fin fond de la France qui fabriquait quelque chose d'extrêmement important pour le missile Aster, pour le canon César. On le savait pas trop. Alors, je nuance. Les sociétés les plus critiques, oui, on est évidemment au courant. Mais une société qui fait, j'en sais rien, un traitement de surface, par exemple, sur un armement, qui n'est pas quelque chose de critique, c'est-à-dire qu'il peut y avoir différents sous-traitants qui font la même chose, eh bien, elle ne devient critique que dans le contexte où on cherche à accélérer les cadences de production. Et là, on s'aperçoit qu'elle existe. Et là, on s'aperçoit non seulement qu'elle existe, mais qu'elle peut poser un problème. Et on a identifié comme ça 200 goulets d'étranglement dans la BITD. On en a résolu à peu près 50. Il y en a une trentaine qui sont en cours de résolution actuelle. Et en plus, c'est une cible mouvante, bien évidemment, puisque en fonction de l'évolution des besoins capacitaires, eh bien, cette cartographie va évoluer elle-même. Alors, Emmanuel Kiva, est-ce qu'on est aujourd'hui en économie de guerre? La réponse est oui. On est véritablement en économie de guerre. Elle se traduit par, je l'ai dit, les productions. Elle se traduit par un certain nombre de démarches, mais même des démarches internes au ministère de simplification dans les normes, simplification dans la qualification, simplification dans les certifications également. Elle se traduit par des décrets ministériels qui ont été publiés permettant d'obliger l'industriel, ce qui peut l'aider d'ailleurs, à concevoir des stocks de matières premières, des stocks de produits semi-finis. Elle se traduit aussi par les RH. Avant-hier, j'étais à Saint-Étienne où j'ai signé une douzaine de contrats pour la réserve industrielle. La réserve industrielle, ce sont des sociétés qui vont constituer un vivier, soit de jeunes retraités, soit d'experts, soit de gens qui viennent de la société civile et qui vont être formés et qui, le cas échéant, pourront participer à la montée en cadence de production. Ce sont des réservistes qui sont des réservistes opérationnels sous statut militaire, qui dépendront de l'armée en fonction de leur expertise et de l'industrie. Donc évidemment, par exemple, chez Vernet-Caron, c'est plutôt vous êtes chez Vernet-Caron hier, à Saint-Étienne, qui fabrique de l'armement léger, on peut dire ça. Fabrique de l'armement léger. Et donc on a des gens maintenant qui vont être capables, si on leur demande, de fabriquer de l'armement militaire en augmentant les cadences. Ce sont des réservistes gérés par la DGA sous statut militaire dépendant de l'armée de terre. Alors des réservistes, c'est des retraités ou pas forcément? Pas forcément. C'est-à-dire ça peut être... là j'ai eu, je crois que ça allait de 24 à 65 ans. D'accord. Et donc les réservistes s'engagent à quoi? Par exemple, le contrat que vous avez signé hier avec... 10 jours de formation. 10 jours de formation parce qu'il faut être capable d'acquérir. C'est des gens qui soit sont pas formés, soit sont formés ou ont quitté. Mais pourraient l'être rapidement. Ils pourraient. Et qui peuvent être appelés rapidement à donner entre guillemets un coup de main, soit à l'industriel qui les a mis en place, soit à d'autres industriels. Et on travaille avec les industriels de la BITD, mais on travaille aussi par exemple avec des gens comme Renault. Le but, c'est en 2030 d'avoir 3000 réservistes capables d'être mobilisés si jamais on dit on passe de l'économie de guerre à l'effort de guerre. Voilà, et donc ça se met tout le temps en place parce qu'évidemment monter en capacité, vous l'avez évoqué, il y a des problèmes de financement, des problèmes industriels, puis évidemment des problèmes de main d'œuvre. Il faut parfois une spécificité très précise et on n'a pas l'homme clé sous la main. Oui, c'est pas uniquement de rocket science comme on dit, c'est pas que des ingénieurs très pointus. C'est aussi des techniciens extrêmement qualifiés pour faire du câblage, par exemple, pour faire de la soudure. Effectivement, ce sont des spécialités dont on manque aujourd'hui. Là aussi, dans cette logique de non pas oubli, mais de mettre de côté la production pendant des années qui a eu, vous parliez tout à l'heure des dividendes de la paix, dans le monde de l'industrie de défense, le fait de traduire les dividendes de la paix par la mise, aller un petit peu en arrière-plan de la problématique de la production, nous pose des problèmes aujourd'hui. Alors Emmanuel Macron, toujours lui, dit « Il ne faut plus compter en années, mais en mois et en semaines ». On y est ? On y est. Oui. C'est l'illustration du canon César. De missiles Aster, des radars de chez Thales.
où effectivement il fallait parfois plus d'1 an, et j'ai cité tout à l'heure le chiffre de 39 mois. Je peux vous dire aujourd'hui que les premières livraisons des missiles Aster que nous devons développer pour nous, pour nos partenaires italiens et puis pour les pays alliés qui le souhaitent, elle a été très nettement accélérée pour passer d'année en mois. Alors, il y a un sujet qu'on n'a pas encore du tout abordé, c'est le thème de la coopération, et je voudrais qu'on dise un petit mot sur le MGCS, dont l'acronyme français est le système principal de combat terrestre. Je vais vous le laisser dire en anglais. Main Ground Combat System. Voilà. Alors néanmoins, ce MGCS, c'est un produit franco-allemand. C'est le futur char franco-allemand qui devrait remplacer le char... non, je vous arrête tout de suite. C'est le futur du combat blindé terrestre. Pas forcément un char. En fait, dans MGCS, ce qui est important, c'est le S. C'est un système. Et c'est même plus que ça, c'est un système de système. Si je voulais vulgariser, c'est effectivement un engin ou plusieurs engins blindés capables d'avoir la puissance de feu nécessaire et donc effectivement proche d'un char lourd, dans un cloud de combat et avec des ailiers qui vont être dronisés et des effecteurs et des capteurs dronisés. C'est ça, hein, le système. Donc c'est pas le clair. C'est un char avec un canon, fut-il hyper performant. Ah bah, c'est aussi un char avec un canon performant, et je laisserai le général Schill détailler les besoins opérationnels, puisque nous, encore une fois, nous sommes fondés là-dessus. Mais c'est effectivement à peu près l'équivalent de ce qu'on appelle le SCAF dans le monde aéronautique. Le SCAF, c'est pas le successeur du Rafale, c'est bien un avion principal, des ailiers dronisés, un cloud de combat, c'est un système de système. C'est le système de combat futur, le SCAF. Le système de combat aérien futur. Alors, donc, ce MGCS, il est quand même appelé à succéder à sa façon au char français Leclerc et au char allemand Léopard, même si on vient, grâce à Emmanuel Kévin, on vient de comprendre que c'est beaucoup plus qu'un char. Alors, c'est un projet fondamental de l'Europe de la défense, franco-allemand. Vous en entendez beaucoup, général Schill, de ce futur MGCS qui devrait voir le jour à quelle époque que vous aurez en unité, plus ou moins, vous espérez l'avoir en unité à quel moment? Alors pour moi, c'est un système essentiel. En gros, si on en revient au char actuel, il y a eu beaucoup de discussions à travers ce que nous regardons en Ukraine. Et à un moment donné, on a pu dire le char ne sert plus à rien parce qu'il se fait détruire par des fantassins. Ça, c'était au tout début de la guerre. Mais finalement, les Ukrainiens ont contre-attaqué et ont réussi à reconquérir une partie du terrain perdu grâce à des attaques de chars. Et on voit que ce système de chars, et donc moi, nos études nous disent la même chose, dans le combat futur, et toujours dans cette ligne que les nouvelles technologies n'évacuent pas les composantes hanté, dans la panoplie, il faudra un système capable de percer, de gagner le duel et d'exploiter dans la profondeur. Ça, c'est le char futur. Est-ce que c'est un Leclerc plus ou un Léopard plus? Non. Il va y avoir un saut de génération. Ce saut de génération, et ça a été très bien décrit par Emmanuel, c'est la question du cloud, c'est la question du lien. Et c'est aussi la question de la dronisation. Et nos études aujourd'hui disent que si jamais on voulait aller vers un char, un seul engin qui fasse tout, c'est-à-dire avoir un très gros canon pour tirer, pour détruire de manière très rapide, en roulant des cibles jusqu'à 4-5 km, d'avoir des missiles pour pouvoir tirer au-delà de la vue directe, d'avoir des canons, des systèmes d'armes à énergie dirigée ou laser pour détruire des engins aériens, se protéger, etc., se protéger contre les drones, se protéger contre les mines. En fait, il faudrait un engin qui va faire 80-90 tonnes. C'est pas possible. Donc, il va y avoir plusieurs engins, pilotables, non pilotables, dronisables, etc. L'enjeu, c'est que c'est une nouvelle génération. Donc, le dilemme que nous avons comme les Allemands, c'est est-ce que on essaie de prolonger ce qu'on a aujourd'hui en faisant des versions, ou est-ce qu'on va résolument... C'est par exemple le Charles Leclerc modernisé, ou est-ce on saisit cet impératif de développer le système futur. C'est le pari que nous faisons aujourd'hui. Nous devons développer le système futur. C'est tranché, hein. C'est tranché, et d'ailleurs le général Schill est trop modeste pour le dire, mais c'est grâce à lui finalement et son homologue allemand qu'on a réussi à véritablement enclencher le programme. Cela dit, on voit bien que c'est compliqué la coopération européenne, même si tout le monde dit, les politiques et aussi les militaires, et c'est probablement vous aussi, il faut aller vers une défense européenne. On voit bien que sur ce MGCS, ça avance lentement. Mais comment on est sorti de là? Alors oui, c'est compliqué, bien sûr que c'est compliqué, mais c'est pas parce que c'est compliqué que c'est infaisable. La preuve.
Pourquoi ça a avancé d'un coup? Parce qu'on a trouvé un moyen de travailler avec les Allemands en symétrique du SCAF, en symétrique du modèle qu'on avait adopté pour développer le système de combat aérien futur, et que les deux chefs d'état-major de l'armée de terre française et allemande se sont mis d'accord sur des besoins opérationnels et un calendrier. Et ça a tout débloqué en fait. Et ça, on parle de ça il y a 1 an à peu près, je pense. Et effectivement, peut-être en rebond, Monsieur le délégué, vous citiez tout à l'heure la primauté du besoin opérationnel. Moi, le besoin opérationnel, nous sommes mis d'accord avec mon homologue allemand, le général Meiss, pour écrire noir sur blanc ce besoin opérationnel commun. Nos équipes y travaillaient depuis des années. Concrètement, mon besoin, quel est-il? Encore une fois, d'avoir ce système et de pas rater cette marche. À quel horizon à peu près? À l'horizon 2040. Deuxièmement, parce que ce sera à l'horizon 2040 que de toute façon un adversaire aura le même système ou équivalent, et donc il faut qu'on soit à ce rendez-vous. Ces technologies de robotique, notamment terrestre, avancent plus lentement que la robotique aérienne parce que le milieu terrestre est plus compliqué à maîtriser, mais ça va. Donc j'ai besoin de ce système à l'horizon 2040 parce que les adversaires l'auront. Deuxièmement, j'ai besoin que ce système, il puisse être soutenable, il puisse être acquis à un prix raisonnable. Et pour ça, j'ai besoin que d'autres que la France l'achètent. J'ai besoin, très concrètement, que l'Europe ait ce système de chars. Et ça aura un effet opérationnel aussi parce que ce sera l'interopérabilité. Avoir le même obus, pouvoir avoir des stocks de maintenance, etc. communs. Donc moi, j'ai un intérêt opérationnel à ce que dans 20 ans, il y ait un système de chars qui soit vraiment d'une nouvelle génération et qui soit un système européen. Et ça, si on le fait pas, au moins avec les Allemands, mais d'autres vont venir s'agréger, les Italiens et tout l'ensemble des pays européens, d'abord ceux qui ont une industrie de défense, mais aussi tous les autres, c'est primordial. Et c'est ce que nous mettons sur la table aujourd'hui pour la partie armée, en espérant que la partie industrielle puisse se mettre d'accord pour produire, là aussi avec une forme d'accord, et qu'à la fin on n'ait pas 3-4 systèmes de chars en Europe, mais de toute façon qu'on ne pourra pas se payer. Alors on arrive au thème de cette émission. On a compris la complexité et on a, sans vraiment l'évoquer, on a un mot-clé qu'on n'a pas autant prononcé que ça, c'est le mot innovation. C'est-à-dire qu'il faut sans cesse être devant, à la pointe, face aux adversaires, comme vient l'expliquer le général Schild, qui auront de toute façon eux aussi des outils équivalents. Donc pour vous à la DGA, le mot-clé reste quand même innovation. Je l'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas sacrifier à l'urgence des crises actuelles la préparation de l'avenir. Et donc innover, c'est quelque chose qui est absolument essentiel. Le risque, c'est d'être déclassé. C'est de ne pas voir venir, ça a été le cas sur les drones aériens, très clairement. On a eu un retard à l'allumage sur l'emploi des drones dans les forces aériennes. Ça va très vite. Et comme ça va très vite parce que c'est aussi très dual et que c'est tiré par l'industrie civile, eh bien rater une innovation ou finalement l'adopter avec des caractéristiques qui seraient pas les bonnes pour l'adaptation au monde militaire, c'est un vrai risque. C'est pour ça qu'on a créé l'agence de l'innovation de défense, qui ne fait pas l'innovation, mais qui travaille avec l'ensemble des acteurs de l'innovation. Dans chaque armée, et à l'armée de terre, vous avez par exemple un nouveau commandement qui est le commandement du combat futur, qui est notre partenaire naturel. Il y a le Battle Lab terrestre, c'est-à-dire un endroit où l'innovation prend vie et on peut faire des expérimentations. Et c'est tout un mouvement global armée DGA qui nous permet aujourd'hui d'être assez confiants sur le fait que on adopte non seulement les innovations, mais les pratiques de l'innovation, c'est-à-dire le fait de faire des choses en boucle courte, de faire de l'itératif, de faire de l'expérimentation, de prendre des risques. Parce que l'innovation, c'est le risque, on n'est pas certain que ça va fonctionner. L'acceptation du risque et le changement culturel que ça induit, notamment à la DGA, parce que j'allais dire le risque il est consubstantiel de l'état de soldat, mais c'est pas le même risque. On peut acheter quelque chose et se tromper. Et vous savez par exemple qu'aux États-Unis, la DARPA, qui est l'agence qui fait l'innovation pour des projets très avancés, elle a 3 milliards par an, donc on n'est pas du tout dans les mêmes. Voilà. Nous, néanmoins, l'innovation c'est 10 milliards sur la loi de programmation militaire. Hein. Donc c'est en train de monter très très fort. La DARPA, elle a un critère qui est le critère DARPA Hard, et elle ne va pas prendre des projets qui n'ont pas 80% de chance d'échouer. D'échouer. Pardon. Et voilà. Et donc on a un mindset, on a un état d'esprit qui est extrêmement différent.
il faut, sans aller jusque-là, parce que là, c'est un problème de budget également, miser et ne pas hésiter à prendre des risques, quitte à se tromper et à se tromper, évidemment, le plus tôt possible. Alors, on a parlé d'innovation. Évidemment, il n'y a pas d'innovation sans l'homme. Évidemment, l'homme va devoir s'adapter. Le soldat va devoir s'adapter, Général Gilles. Oui, c'est même le socle de l'innovation et de l'adaptation. L'armée de terre doit s'adapter pour vaincre, tout en étant capable de vaincre ce soir, préparer le futur. L'homme est au cœur de cette dimension. Alors, c'est une question d'équipement, et je pense qu'on l'a largement développé, avec un milieu terrestre qui est complexe, et donc la question du point de vue des équipements, c'est le maintien de la cohérence pour le combat ce soir comme demain, mais c'est une vraie question pour les hommes. Avons-nous les hommes nécessaires, ou comment plus exactement créer et avoir les hommes nécessaires pour être capables d'avoir cette rusticité et de saisir l'innovation. Donc il est très important pour nous au sein de l'armée de terre que nous fassions évoluer notre système de formation de façon à avoir des soldats et des chefs capables de saisir cette évolution. Mais je voudrais souligner que par ailleurs, il est primordial de continuer à développer une capacité d'initiative, y compris dans l'organisation, parce que finalement, face à la transparence du champ de bataille, face à l'évolution, il y a un certain nombre de facteurs fondamentaux qui demeurent, et notamment le fait que, à la fin, c'est une question de capacité des petites unités à saisir les opportunités. Ça, c'est un peu consubstantiel à ce que nous avons en France en termes de niveau général d'études, de prise de responsabilité. C'est un de nos atouts majeurs, y compris dans nos armées, et on doit continuer à développer donc cette formation de nos cadres et puis cette capacité à saisir les initiatives, le commandement par l'intention. On aura compris que pour se transformer, l'armée de terre a besoin de la DGA et vice-versa, que cette transformation largement entamée prendra encore beaucoup de temps. Général Pierre Schill, Emmanuel Schiva, merci à tous les deux de nous avoir éclairés sur les défis qui attendent l'armée de terre et la DGA. Rendez-vous en septembre pour un nouveau numéro de Pensée stratégique, le podcast de l'Acadème et de la DICODE. Bonnes vacances à tous et profitez-en pour vous aussi. Pensée stratégique. Au revoir.